bienvenue dans ce point lecture qui rassemble juillet et août, en espérant que vous avez eu vous aussi des bonnes lectures ou découvert d'autres choses, peut-être pendant ces mois estivaux qui vous ont peut-être valu de ne pas lire du tout, hein. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent aussi de lire et qui font autre chose, qui profitent des piscines ou des lieux de loisirs. En tous les cas, ce n'est pas mon cas. J'ai continué de lire et donc je vais vous proposer mes retours de lecture pour ces 2 mois, donc juillet-août, sachant que j'ai lu 2 livres qui n'étaient absolument pas au programme, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, premier livre que j'ai lu, évidemment, on continue la saga Harry Potter. Eh oui, que voulez-vous? Après presque 30 ans de retard, Lisa s'y colle. Alors, j'ai lu Harry Potter et le prince de sang-mêlé en juillet. Donc Harry est rentré dans un mode assez guerrier suite à son affrontement avec Voldemort et est pris en charge par Dumbledore lui-même pour lui apprendre les défenses contre les forces du mal. Alors il l'entraîne aussi à remonter dans les souvenirs de divers protagonistes pour appréhender l'ascension du dit Voldemort, de ses disciples et d'autres événements qui semblent être assez primordiaux pour la lutte actuelle. Entre quelques événements personnels et des soucis inhérents à l'adolescence, oui, si, amour, jalousie, découverte d'une attirance, et on en passe, et des plus rigolos, Harry est confronté aussi à cette espèce de rigolo de Malfoy, il est drôle lui, qui semble s'être engagé auprès de Voldemort, et il veut accomplir une mission très importante pour le retour du Seigneur des Ténèbres. Harry, dans sa quête de plus de pouvoir, puisqu'il va bien falloir à un moment donné l'affronter en direct, le Voldemort va trouver un livre de potions, de sorts, dont un certain prince de sang-mêlé a noté, on va dire, de nombreux détails et indices qui servent à déjouer de nombreuses attaques ou trahisons, et il passe donc Harry dans le cours potions pour un petit génie, alors qu'il s'appuie tout simplement sur le travail de quelqu'un d'autre. Alors, on saura à la fin qui est le prince de sang-mêlé, mais il faut dire que on va revenir sur Malfoy qui a de l'envie, mais comme c'est quand même un gros lâche à la base, ou un trouillard, au choix du roi, quand il faut enfin tuer le directeur de Poudlard qui lui est ordonné par Voldemort, il se dégonfle un peu. Alors bien sûr, quand on est avec des adolescents un peu mal dégrossis parfois, on a droit à quelques chapitres d'amourette, de romances cuculapraline, de jalousie stupide et autres danses de séduction qui nous font penser à une cour de récré de 6e. Mais que voulez-vous? On était jeunes, on a été beaux, on a été cons surtout, et donc ça va très bien. Alors, bien sûr, cet opus sent la fin. On sent la grosse bataille rangée arriver, et ce livre prépare bien sûr le lecteur, entre autres avec la découverte des Horcruxes, au final de ce tome 6 qui laisse littéralement pantois devant la mort d'un des piliers de la saga. Alors si vous n'avez jamais lu Harry Potter, son prénom c'est Albus, non, mais les autres savent de quoi on parle, et par un autre qui n'est autre que le prince de sang-mêlé. On découvre évidemment qui il est, qui agit sur l'ordre du premier, le prince de sang-mêlé agit sur l'ordre de celui qui meurt, tout en obéissant aux ténèbres, sans être tout à fait très clair sur ses intentions, mais le garçon visiblement est très loyal. Alors ce personnage qui est mon préféré depuis le tome 1, je vous le dis tout de suite, alors si vous avez déjà lu, vous savez qu'on parle de Rogue, enfin Snape pour les autres. C'est un personnage fascinant, il est constamment sur le fil du rasoir, qui cache évidemment une blessure émotionnelle profonde qui va être exposée sûrement dans le tome 7. Bon, ceux qui ont vu les films le savent. Alors, ce tome est quand même un peu moins haletant que La Coupe de Feu, un peu plus balourd et maladroit sur certaines thématiques, qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais au final, en fait, il nous donne envie de lire le dernier livre pour savoir qui va trahir qui va se dresser contre qui, et qui va gagner à la fin, même si on a largement une grosse idée de qui va se faire rétamer la gueule. Mais voilà, on va essayer d'être surpris. Voilà. Donc, encore un bon opus de Harry Potter. Donc, vivement, on va dire le 7, le dernier, et on verra. Autre livre que j'ai lu, c'est un essai, c'est pas un roman. Attention, je vous préviens, c'est un essai. Alors, n'allez pas vous jeter dessus comme la peste sur le monde en pensant que vous allez lire quelque chose de romancé. Non, non.
Ça s'appelle Buffy ou la révolte à coups de pieu de Marion Holliday. Je vous le dis tout de suite, les fans de Buffy, là, de la première heure, hein, alors pas les nouveaux, mais ceux de la première heure, cet essai va peut-être vous bousculer parce qu'en fait, mes pauvres chatons, vous êtes passés à côté de plein de sous-entendus, de réflexions profondes, de dénonciations patriarcales, et j'en passe des meilleurs, et j'en passe et des pas meilleurs. Voilà, donc comme si on n'avait pas vu ça passer à l'époque, hein, que voulez-vous? Alors c'est un peu la mode hein, actuellement. Alors Marion Holliday, elle, Holliday, dissèque en fait de nombreuses thématiques qui pointent leur nez dans Buffy. Ça va du harcèlement scolaire à l'angoisse adolescente, de la séduction à l'amour, du sexe à la mort, de la passion à la haine, de la pression des hommes sur les femmes, et vice-versa. Buffy Spike, à l'anticipation d'une nouvelle génération féministe. Alors je rappelle toujours quand même qu'il faut, bon, quitte à enfoncer les clous dans le cercueil, je rappelle qu'il y a eu plein d'autres femmes avant nous qui ont lutté hein, pour que nous soyons arrivés là, sachant que ma génération était arrivée à un très bon niveau, qui s'est fait massacrer la tête par la génération d'après qui en avait un peu rien à carrer, et par la génération nouvelle qui découvre qu'il y a un combat féministe à mener et qui reprennent aux bases alors qu'on avait beaucoup avancé. Comment perdre du temps? Alors, non mais, bon bref. Donc, c'est un essai qui, pour moi, je me suis dit, il n'y a rien de nouveau. Voilà, parce que j'avais déjà noté tous ces points lors de la diffusion de 1997. Oui, je sais, je suis assez vieille pour l'avoir vu en live. On savait déjà que Buffy incluait de nombreuses causes importantes. Alors, peut-être que les plus jeunes n'avaient pas conscience de certains points plus pointus, oui, rapport au pieux. Mais en tant qu'adulte, puisque j'avais quand même 27 ans à l'époque, j'ai compris, moi, les thématiques, les tropes et autres symboles que la série offrait. Alors, c'est un essai qui est agréable à lire, même si, quand vous êtes fan de la série, les bas de page sont un peu redondants et vous apprennent absolument rien du tout. Mais ça fait plaisir de voir certaines références à d'autres séries prépondérantes des années 80-90. Reste que si vous découvrez Buffy, alors oui, si vous découvrez Buffy contre les vampires, ou que vous étiez trop jeune, ou trop vieux, mais non averti sur l'époque, je sais pas, je me demande ce que vous faisiez. Mais enfin, en tous les cas, si vous étiez trop jeune à l'époque quand vous l'avez vu et que vous ne l'avez pas revu depuis, ou que vous le découvrez à peine, effectivement, vous allez devoir regarder la série avec un autre œil si vous lisez cet essai. Enfin, c'est pas obligé de le lire, hein, on est bien d'accord. Parce que oui, alors on enfonce des portes ouvertes, hein, bien sûr, oui, Buffy est une tueuse, libre, indépendante, intelligente, forte, une chef née. Mais elle est aussi une adolescente qui traverse les épreuves de la vie, hein, puisqu'elle devient orpheline, qui perd son insouciance, sa virginité, ses idéaux, utopiques à la base, et va voir la vie telle qu'elle est, belle, mais rudement une salope. Hein. Voilà, non mais si, quand même, il faut le dire. Donc la chute est toujours plus lente vers la fin de notre vie, hein, on est bien d'accord. Mais lutter est donc la base de tout, et c'est ce qu'on nous présente dans Buffy quand vous n'avez pas un essai pour vous appuyer dessus. Alors c'est un essai qui est très intéressant, mais très très orienté, hein, attention. Donc voilà, si vous n'aviez pas vu que c'était une lutte contre le patriarcat, une lutte pour la libération de la femme, je pense que vous regardiez autre chose. Candy, éventuellement, peut-être, je ne sais pas. Voilà, mais c'était agréable à lire, mais ce n'était pas une lecture transcendante. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de celle qui vient, puisque j'ai lu Varlam de Michael Prazan, et là je vais le dire tout de suite, c'est un superbe texte, une très belle rencontre entre le passé, le présent, l'auteur et un chat, si, russe, parce que Varlam est un chat russe abandonné en plein milieu de la route des ossements, un peu comme l'étaient les Zèques à l'époque. Hein. Donc Michael Prazan arrive sur la route des ossements dans la Colima pour un reportage. Il arpente ce haut lieu des goulags, endroit sauvage, inhospitalier, au pourvoyeur de mort lente ou rapide, ou froide, ou glaciale, pour ces hommes envoyés en enfer par le régime stalinien. Alors là,
Il est là pour évoquer en fait cette période et ces lieux avec des rescapés, avec des survivants, avec les locaux qui ont vu ça, les témoins. Et il va croiser sur le bas-côté un chaton russe qui va l'apprivoiser autant qu'il va se faire apprivoiser, parce que généralement, je rappelle que c'est le chat le chef, hein, oui, donc vous n'êtes pas du tout le propriétaire du chat, c'est vous qui êtes... Oui, c'est lui votre propriétaire, c'est lui qui vous fait lever à 3 heures du matin alors que vous n'avez pas envie, hein, je rappelle, il ne se lèvera pas à 3 heures du matin pour vous, hein, voilà. Vous voyez tout de suite qui est le patron. Il va le sauver du froid et de la faim, et il va devenir le témoin de la quête du réalisateur, c'est-à-dire ils vont l'emmener de partout. Alors il est baptisé Varlam, évidemment, pour Chalamov, hein, Zek lui-même, dont le témoignage dans les récits de la Colima doit être absolument lu pour toute personne qui s'intéresse au système concentrationnaire soviétique. D'ailleurs, je vous recommande bien sûr de lire Solzhenitsyn ou Ehrenburg ou Mandelstam ou Steisnaeva. Oui, si, il faut lire ce genre de texte aussi. Hein. Il n'y a pas que Solzhenitsyn qui a écrit sur les goulags. Hein. Et ce chat Varlam va être le témoin et le partenaire de Prazan, qui va revenir avec lui dans ses bagages à Paris, affublé d'un tout joli passeport. Alors il faut savoir que le chat est quand même un peu le point central du livre et que malgré tout ce qu'il décrit sur l'histoire des goulags, il y a de nombreuses pages ou de nombreuses lignes sur ce Varlam, qui est quand même assez étonnant comme chat. Alors c'est un clin d'œil, bien sûr, comme on a dit, hein, à Chalamov. Hein, alors il faut quand même lire La chatte sans nom dans la résurrection du Mélèze et vous comprendrez pourquoi il y a eu une association entre le prénom de Chalamov et ce chat, qui m'a beaucoup fait rire et sourire et surtout beaucoup ému. C'est un texte sur les tournages d'un documentaire, mais c'est surtout un très très bel hommage à ces hommes morts pour la folie d'un système et pour les hommes avec un grand H aussi. C'est une très belle déclaration à la fois d'amour et à la fois de reconnaissance et de résistance. Donc ne perdez pas votre temps avec d'autres livres, allez lire Varlam de Michael Prazan. Vous allez voir, c'est plus pour tous les fans de chats, hein, on est bien d'accord. Voilà. La couverture, il y a un chat, ça devrait réjouir beaucoup de monde. Autre livre que j'ai vu, alors ça c'est carrément un livre d'histoire pur, je l'ai relu, il faut être honnête, c'est une relecture. Ça s'appelle Un million de prisonniers allemands 1944-48 de Valentin Schneider. Alors j'avais lu ce travail de mémoire d'histoire, c'est un mémoire à la base que j'avais lu, hein, il présentait son mémoire lors de sa parution en 2011. Mais voilà, j'ai un de mes copains qui travaille sur un point particulier pour un article dans un magazine et j'ai décidé de le relire parce que j'avais vu ça passer, je savais plus à quelle page et donc je lui ai dit attends je vais le relire comme ça je vais te redégager le truc. Alors c'est un sujet passionnant qui m'intéresse, je pense que vous le savez depuis fort longtemps et sur lequel j'ai lu beaucoup de mémoires, de thèses étudiantes, etc. et qui n'est donc absolument pas méconnu pour moi, c'est-à-dire les prisonniers allemands à partir de 1944 en France et jusqu'à décembre 1948, puisqu'à partir de ce moment-là, officiellement, il n'y avait plus eu de prisonniers allemands. Alors Valentin Schneider évoque différents aspects de la présence des prisonniers allemands à partir de 1944 et donc jusqu'à fin décembre 1948, enfin début décembre 1948 exactement, sur le sol français, qu'ils aient été dans un camp de travail, qu'ils aient été sur des exploitations agricoles, qu'ils aient été au déminage, à la reconstruction du pays, c'est-à-dire déblayage et reconstruction. Ils ont fait partie du contingent d'hommes arrêtés par les Alliés, rétrocédé à la France et donc à De Gaulle et au gouvernement provisoire comme compensation, on va dire. Alors oui, il y a eu de nombreux camps à ciel ouvert, sans hygiène, avec des restrictions alimentaires, voire carrément aléatoires. Des prisonniers maltraités, sous-alimentés, un peu torturés, ou d'autres un peu mieux traités, notamment par les Américains. Et on s'aperçoit qu'il y a deux poids, deux mesures dans les prisonniers, puisque quand c'est des camps américains, ils sont quand même relativement pas trop maltraités, voilà, avec une indifférence, mais pas trop maltraités. Quand c'est les Britanniques, déjà c'est un peu plus rude, voire assez rude. Et quand c'est les Français, il y a deux poids, deux mesures. Hein. C'est soit on les laisse crever de faim, en tous les cas on les met dans les choses les plus difficiles pour se venger, soit on essaye de comprendre et on est un peu moins vindicatif. Mais bon, voilà, et selon qui vous détient, c'était des conditions
assez compliqué. Alors, petit à petit, que cela soit donc dans des dépôts, dans des cages, à la campagne, sur les plages, sur les routes, etc., les prisonniers allemands ont payé en France, euh, et largement moins que ceux envoyés, on est bien d'accord, dans les goulags en URSS, mais ils ont payé, entre guillemets, une dette. Alors avec l'après-guerre et la pleine reconstruction de la France et d'autres pays, hein, on ne parle pas que de la France, mais là on parle des prisonniers en France, et dans l'espoir d'une amélioration des relations franco-allemandes, les autorités françaises vont lever petit à petit les restrictions de fraterniser entre les Français, qui eux-mêmes souffrent, hein, des pénuries alimentaires et logistiques. Je rappelle qu'il y avait encore les coupons d'alimentation pendant un long moment après la guerre. Et ces prisonniers allemands, eux, souvent coupés de leur famille ou ayant tout perdu dans leur pays, se posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils sont libérés. Alors il faut jamais oublier que le pire est toujours là, hein, bien sûr, tapis, et que la Convention de Genève qui protège, je rappelle, les prisonniers de guerre, quels qu'ils soient et quel que soit le conflit, n'arrive pas toujours à faire taire la haine, la vengeance aveugle, ou pas d'ailleurs, et des années de rancœur de part et d'autre. Et quand on parle de années, c'était depuis 1870, hein, l'histoire entre la France et l'Allemagne. Donc inutile de vous dire qu'il y avait quand même quelques Français vindicatifs. C'est un livre instructif si vous ne connaissez que très peu cette partie de l'après-guerre, et notamment les conditions dans lesquelles la France a œuvré pour sa reconstruction, faisant fi d'ailleurs parfois et souvent de la volonté de paix et du jugement de sa population, hein. On s'en bat l'œuf, on reconstruit la France, le plus important c'est ça, après le reste on s'assoit dessus, mais honnêtement c'est un très bon travail de mémoire, c'est un mémoire de travail sur les prisonniers allemands entre 1944 et 1948, donc écoutez, c'est sorti en 2011, mais vous pouvez très facilement le trouver, et donc c'est de Valentin Schneider, donc n'hésitez pas. Après une longue pause, je reprends donc les activités des espionnes du Salève, qui se font très discrètes, et notamment après l'arrestation de Jean Moulin, qui a rebattu les cartes de la résistance. Donc on est en Suisse, entre toutes les équipes d'espionnage et contre-espionnage, à Genève, qui est assurément la plaque tournante où les Alliés et les Allemands se livrent une guerre d'intelligence. Alors pourtant, la guerre est là, et les espionnes doivent reprendre du service. Cette fois-ci, leurs vies personnelles vont vraiment faire prendre des risques à certaines, et vont faire vaciller leur unité, mais aussi leur volonté d'en découdre avec l'ennemi. Alors, dans cet opus, on passe de Genève à la France voisine, principalement à Paris et dans l'Ain, puis on est en Italie pour le débarquement véritablement trompe-l'œil des Alliés, puis en Pologne, où le mari de la chef des espionnes officie, puis jusqu'en Argentine et même au Chili, grâce à diverses opérations menées pour repousser au mieux les nazis. Alors oui, il faut avoir lu quand même les précédents opus pour démêler les personnages, les vrais et les inventés, puisque au début de chaque opus, l'auteur met une liste des personnes dont on entend parler dans les livres, donc forcément les inventés comme les vrais historiques. Et aussi démêler les affaires, les intentions. Alors ça va du camp de Drancy au réseau de chemin de fer français, de la Sicile à Bariloche, etc. Ou Bariloche, en vérité. Alors, comment on peut s'en douter, en éparpillant toutes ces missions et les raisons personnelles des personnages et de ces femmes, ça va fracturer les relations entre les espionnes, quand une d'entre elles, notamment, va faire passer sa famille avant la résistance. Alors, j'ai pris du plaisir à lire ce 4e tome, même si j'ai été largement moins emportée par des histoires que dans les précédents. Voilà. Donc, c'est très agréable de les retrouver, mais comme je vous dis, ce n'est pas le meilleur des 4, et si vous n'avez pas lu les 3 premiers, bien écoutez, je vous incite vraiment à les lire si vous aimez les romans historiques, et notamment la résistance et des femmes. Voilà, mais cet opus-là, ça n'a pas été une grande réussite pour moi. Sinon, toujours l'écriture de Mark Zellweger et sa maîtrise sur l'espionnage et sur les relations historiques. Voilà. Alors cette fois-ci, c'est le tome 2, donc d'une nouvelle saga par Mark Zellweger. Je rappelle que c'est toujours reçu
par les eaux troubles en espèce de service de presse, où je n'ai aucune obligation de le lire et encore moins d'en faire la chronique rapidement, mais je le fais parce que ils savent très bien que j'aime beaucoup l'écriture de Mark Zellweger, donc voilà, et je les remercie pour ça. Alors cette fois-ci c'est le tome 2 de Jeux d'espions. Le titre c'est Mission Nautilus, comme vous pouvez le voir. Oui, il y a un rapport. Alors c'est un deuxième tome qui se passe après l'essai de la bombe atomique réalisé par l'URSS en août 1949. Cela confirme aux États-Unis qu'ils sont vraisemblablement infiltrés par des espions russes à très haut niveau. Parallèlement, la CIA met en place des opérations secrètes, les Covert Affairs, qui est pilotée notamment par Alan Dulles, donc que l'on croise aussi dans la série Les Espions du Saleb. Alors c'est à cet instant précis que John Davis, donc qui est revenu de cette semi-retraite, on va dire, reprend les rênes des forces spéciales afin de former les nouveaux agents et de mettre sur pied ces opérations clandestines pour la CIA. Alors bien sûr, tout n'est pas blanc dans cette après-guerre. Et quand il croise Alexei Nekasov sur le sol américain, il va se poser des questions, il va se dire tiens, c'est quand même assez étrange. Alors les deux espions vont reprendre du service et vont se lancer dans des missions, on va dire leurs missions respectives. Alors on est en pleine guerre froide entre opération noire, ou opération cachée, les tensions, les infiltrations. Donc Mark Zellweger ne lésine pas sur une tension grandissante et montre d'ailleurs l'influence soviétique à travers le monde à ce moment-là. Alors bien sûr, le macatisme passe par là et permet à l'auteur, bien sûr, de mélanger les rebondissements, les rencontres, les soupçons, les mensonges et autres volontés des deux puissances de gagner une hégémonie mondiale. Alors comme à son habitude, l'auteur maîtrise vraiment le côté espionnage dans ses romans et poursuit son mélange de fiction-réalité. Quant aux personnages fictifs rencontrent les personnages historiques, c'est toujours assez agréable. Et d'ailleurs, on oublie vite que John et Alexei ne sont pas réels, mais ils ont forcément existé quelque part, et c'est là le plus important. Après, comme le tome 4 des espionnes, j'avais pas été déjà emballée par le tome 1, j'avais trouvé quelquefois ça un peu tiré par les cheveux. C'est sur la même veine, voilà. Donc c'est agréable à lire, mais c'est pas ma saga préférée de Zellweger. Donc écoutez, s'il y a un numéro 3, je le lirai, parce que je suis quand même quelqu'un qui aime bien finir ce genre de choses, mais c'est pas mon préféré, et au niveau de la vraisemblance, quelquefois ça me semble... c'est pas vraisemblable pour moi. Voilà. Après, si vous aimez ce genre de livres d'espionnage, vous n'aimerez et forcément la guerre froide, ça peut-être vous plaira à vous, voilà. Mais bon, écoutez, on peut pas avoir toujours de très bonnes lectures à chaque fois. Par Harry Potter et les reliques de la mort, 7e et dernier opus, si, c'est celui-là. Ça fait un moment qu'on l'attendait, celui-là. Bon, alors, nous y sommes, nous y voilà, on va dire. L'affrontement final entre Harry et Voldemort, sachant qu'il n'est pas tout seul, Harry, et puis Voldemort non plus, par la même occasion. Pourtant, avant le grand final, il va bien encore falloir batailler, affûter ses armes, ses plans et contrecarrer les attaques des partisans de chaque camp, alors surtout de ceux du Seigneur des Ténèbres, on est bien d'accord. Alors désormais sans Dumbledore, je rappelle qu'il est mort à l'opus précédent, l'armée qui avait été levée par Harry, donc l'armée de Dumbledore, va reprendre du service, même si lui, Harry, n'est pas si sûr que ça qu'il puisse entraîner à la mort quand même, quasi certaine, tous ses petits camarades. Ah bah si, quand même, on est mal parti. Mais Dumbledore lui avait confié une mission, et sa mission était d'agir seul, sauf avec Hermione et Ron, à qui il pouvait se confier, et c'est ce qu'il va faire. Malgré le fait qu'il est téméraire, un peu courageux, très courageux, et carrément un peu inconscient du danger parfois, voire carrément tête brûlée, Harry fonce droit devant, quitte à prendre le mur, on y va. Alors c'est un tome qui est beaucoup plus sombre, avec une ambiance assez tendue, un déroulement quand même un petit peu lent, mais on sent qu'il y a une tension palpable qui va crescendo jusqu'à, évidemment, la bataille de Poudlard.
Les 3 amis ont mûri, ont appris, ont compris, pas tout, mais ils ont compris pas mal de choses. Ils sont décidés à détruire Voldemort un peu comme ils peuvent, mais surtout à leur risque et péril. Alors bien sûr, ils doutent au passage, ils ont peur évidemment, surtout d'ailleurs pour ceux qu'ils aiment, mais ils vont décider de résister. Et euh, tout cela mêlé, y compris leur vie personnelle et le côté un peu amour adolescent qui commence à arriver, ça met quand même leur amitié à rude épreuve, notamment par exemple par rapport aux relations entre eux. Alors, Harry est quand même un poil égoïste quand même dans cet opus. Il envoie quand même un peu tout le monde au front ou à la maison, sans se poser trop de questions sur le bien fondé de ses décisions. En gros, il décide, tu te démerdes, c'est pas mon problème. Sa quête des Horcruxes est vraiment une large part du livre. Et même si ça a une importance majeure, je dois avouer que de temps en temps, j'étais pas trop prise par les soubresauts. Ça tournait un petit peu en rond des fois, donc je me disais, oh, bref. Mais par contre, la rencontre avec Aberforth Dumbledore, donc le frère de Albus, de la famille de ce dernier, puisqu'on apprend qui est leur sœur, machin, etc., et de quelques personnages qui confrontent les décisions et la vie du professeur Dumbledore, enfin du directeur de Poudlard, qui n'est pas toujours très clair dans ses intentions. Alors c'est quelque chose que j'avais un peu vu au début, parce que je trouvais que c'était quand même assez pervers d'envoyer à l'abattoir un gosse, un gamin, parce qu'à l'époque il était juste en sixième. Je trouvais quand même que c'était fou de le former pour affronter un mec. En gros, en disant, bon, bah, de toute façon, tu es le seul qui réussit à sortir vivant d'un affrontement avec lui, bah, on va te renvoyer à la bataille, hein, seul devant, tu te démerdes, chacun, nous on sera juste derrière, tu vas voir, derrière auparavant. J'avais trouvé ça un peu pervers, mais bon, après je m'étais dit, oh, c'est peut-être un mentor et tout, mais non, non, finalement, en avançant dans ma lecture, je trouvais ça quand même, j'ai toujours trouvé ça un peu pervers. Et puis il y a la révélation donc pour Rogue, donc Snape, qui est, je vous le rappelle, mon personnage préféré depuis le début, et je peux vous le dire, j'ai eu la larme à l'œil plusieurs fois dans cet opus à cause de lui. Si, bah, je l'aime beaucoup, c'est comme ça. Ne dites pas que j'aime les mauvais garçons, ça va m'énerver. Mais alors attention, voilà. Et moment émotion de Lisa. Ah, la scène de la mort de Dobby, on en parle. Quelle horreur. Euh, je dois avouer que ce petit elfe, un peu maladroit mais loyal, hein, c'est un très joli personnage. Alors c'est un personnage qui n'est pas très exploité dans les films, et j'ai encore pesté en regardant les reliques de la mort, y compris dans Le Prince de Sang-Mêlé d'ailleurs, parce que dans le film c'est souvent, enfin dans les films c'est souvent Neville qui est mis en avant, notamment à plein de fois. Bon, alors après, c'est un très beau personnage, Neville, hein. Vraiment, ça serait l'équivalent de Harry, on va dire, côté... ouais, côté héros mal foutu, quoi, parce que bon, il traîne ses casseroles, pauvre garçon lui aussi, et qu'on découvre au fil des livres, donc c'est vraiment un très très beau personnage. Mais Dobby, voilà, c'est lui qui aurait dû être dans toutes les scènes. Il y a beaucoup de scènes où on met Neville et que c'est en vérité Dobby dans le film. Voilà. Mais moi, mais la scène de la mort de Dobby, non mais c'est l'enterrement. Non mais non, il faut pas faire ça, Lisa. Elle était malade. Ah mais j'ai pleuré, hein. J'avoue, j'ai pleuré. Bah, écoutez, voilà, ça veut dire que j'ai un cœur quand même un minimum. Alors la partie que j'ai moins aimée, parce que là j'ai dit ce que j'avais bien aimé, la partie que j'ai moins aimée, en fait je dirais qu'il y a des longueurs. Les transplanages, c'est vachement lassant à la fin. Enfin, honnêtement, il y a voilà, un, 2, 3, ça va, après, ça me gave. Certains personnages sont lassants, voire pénibles aussi. Je dirais pas qui, comme ça, vous faites votre avis. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai moins aimé, c'est quelque chose que j'ai trouvé un peu plat. C'est justement la bataille dans Poudlard, que j'ai trouvé assez plate. Moi, je m'attendais à lire une bataille épique, hyper longue, hyper détaillée, style, j'avais l'impression que c'était la moitié du livre qui allait se taper la bataille.
Oui, je sais, je rêvais du Seigneur des Anneaux et de Tolkien, mais ah bah oui, ah bah quand on a lu ça, comment on les voit après toutes les scènes de bataille, ça complètement con. Mais au final, je l'ai trouvé trop rapide, pas assez descriptif. Enfin, il n'y avait pas assez de description dans les détails pour moi. Voilà, après, je pense que je rappelle que ça s'adressait donc à des adolescentes quand c'est sorti. Donc je suppose que c'était volontaire, mais voilà, il m'a manqué un truc. Mais bon, la fin correspond à ce que je pensais. Le happy ending. Ah oui, on en parle de ce. Alors franchement, la fin, j'ai trouvé ça un peu niais. Enfin, la fin, vous savez, l'épilogue. Je trouvais ça un peu niais. Alors bon, je rappelle, ça s'adresse à des adolescents, enfants, adolescents quand ils ont lu le livre. Voilà, je pense qu'ils ont vraiment apprécié le final, qui pour eux était d'une logique évidente depuis quelques tomes. Moi moins. Voilà. Alors au final des 7, hein, puisqu'il faut quand même faire un juste retour sur les 7 tomes, bah moi j'ai trouvé ça c'est vraiment avéré très agréable. J'ai eu des très très bons moments de lecture, d'autres un peu plus ennuyeux, mais on va dire sur l'ensemble des 7, le bilan est plus que largement positif. Il y a des personnages qui sont largement plus développés que d'autres, certains qui sont même mes préférés, et j'aurais aimé avoir un peu plus de choses dessus, ou alors, oui, je sais, j'ai une nette tendance pour le côté obscur de la force, tout le monde est au courant. Voilà, donc si je cite que mes préférés sont Rogue, Tom Jeu du sort et Créature, vous allez tous hurler à la mort, évidemment. Alors, vous inquiétez pas, j'aime aussi Neville et Dobby, tout va bien, j'ai cité aucun des 3 héros de la saga. Je n'ai pas cité Potter et Hermione et Ron, hein, comme quoi ça c'est fait. Mais bon, voilà, au final, j'ai bien aimé ma plongée dans l'univers de Potter, vraiment. Je le dis, pour ceux qui se disent, oh, bah écoutez, honnêtement, c'est très bien écrit, c'est très bien écrit. Alors, je suis allée voir quand même en anglais, parce que j'ai mes potes qui l'ont en anglais, donc ils m'ont scanné régulièrement des chapitres en anglais pour me dire, tiens, regarde, machin, compare. Non, c'est très bien écrit. Voilà, donc c'est bien traduit aussi, donc il n'y a pas vraiment de problème. Je vais lire le tome entre guillemets le 8 qui est très controversé, hein, puisque c'est une pièce de théâtre. Alors il y a des gens fans de Potter, des Pottermaniacs qui m'ont dit, que je connais, qui me disent ah il faut absolument le lire, il faut absolument le lire, c'est important, c'est essentiel, machin. Et il y en a d'autres qui m'ont dit ah non, c'est une hérésie de lire ce truc, il faut pas le lire, ça fait pas partie de Potter. Bon, voilà, mais je vais le lire quand même, hein, parce que vous savez que j'ai un esprit de contradiction, hein, donc quand on me dit qu'il faut pas faire quelque chose, je le fais. Sauf si ça met évidemment en péril ma vie, on est bien d'accord, je suis pas complètement débile. Mais voilà, je me suis mis dans la peau de certains personnages et je dois avouer que je sais qui j'aurais été du côté obscur et du côté de la rébellion. Voilà, donc comme ça moi je suis tranquille, ça c'est fait. Tout d'abord, je dois dire que ce n'est pas mon premier Ken Follett, donc on est rassuré. Alors, généralement, je me fonds assez bien dans les histoires, à la fois épiques, romanesques, historiques, qu'il invente. Là, sur le simple résumé, je dois avouer que j'ai présumé que ça me plairait. On était à l'aube de la Première Guerre mondiale, histoire d'espionnage et de pourparlers avant le conflit que tout le monde pressent. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Bon, alors, que dire d'autre que j'ai été déçue? Bah ça, voilà. Alors, en effet, la mise en place se fait de manière très longue. C'est un peu cucul à praline, hein, il faut le dire dès le début. Sans véritable rythme. Les personnages au début sont très stéréotypés. Il y en a une qui a pratiquement aucun défaut, l'autre qui est qui est que sensuelle, l'autre qui est que engoncée dans ses trucs. Voilà, c'est vraiment très stéréotypé au début. On se demande bien comment et pourquoi on va s'attacher à eux. Ça a été un mystère. Alors pourtant, le style, la plume, le côté historique sont toujours là. C'est comme une habitude, hein, quand on ouvre un Ken Follett, hein, on sait où on va. Mais alors, tout le reste pêche. Voilà. Alors, on est en Europe, à la veille donc de la Première Guerre mondiale, entre diplomates, espions qui essaient de préserver le peu qu'il reste
avant un conflit armé constant dévastateur. Et principalement, on est au Royaume-Uni, qui se débat, lui, entre les luttes de pouvoir, notamment entre le roi, le gouvernement, la Chambre des Lords, etc., et les suffragettes qui luttent pour le combat des femmes. Et vous savez que je tiens cela d'un héritage familial et que j'ai une grande admiration pour ces jeunes femmes. On suit donc un triangle amoureux peu conventionnel entre un lord, sa femme, donc Lady Walden, et un ancien amoureux fou russe comme elle, puisque voilà, on découvre pourquoi elle a épousé ce lord, comment, etc. Et je dois avouer que l'espion et donc l'anarchiste qui arrive russe, et il fait un piètre anarchiste et espion. On trouve le jeune Churchill qui est là, l'envoûtante mais très naïve fille du couple Charlotte, qu'on ne sait pas vraiment bien positionner. Alors c'est entre espionnage, combat des femmes, amour contrarié, alors on navigue entre étiquette victorienne qu'on sent qui se détache petit à petit comme un corset qu'on jetterait au sol, les ambitions des pays européens, les ambitions des personnes aussi, la vengeance et tout ça. Pourtant, ce côté triangle amoureux, ce côté découverte aussi de l'amour d'un autre personnage, ou retour de l'amour pour la lady, entre devoir et ambition, en fait, ça m'a pas convaincu. L'anarchiste russe est falot, le prince Orlov qui est là comme émissaire du tsar pour essayer de sauver les meubles, et qui a une cible sur sa tête, n'a pas vraiment de prestance, à part dire qu'il est bel homme, excusez-moi du peu, il y a autre chose. Et alors que dire des retours de flamme ou découvert des secrets qui arrivent comme un cheveu sur la soupe à un moment donné, on se dit non mais c'est pas possible. Il y a trop de facilité romanesque, et même si c'est l'écriture de Ken Follett, et même si ça peut faire passer la pilule parce que on est dans un contexte qu'on connaît, j'ai pas vraiment pris de plaisir à lire. Je dirais que j'ai pris aucun plaisir à lire, alors que la trame de base aurait dû moi me soulever. Je l'ai lu parce que ça se lit, c'est un Ken Follett, voilà, donc ça se lit parce que c'est facile à lire et que ça bouge. Même s'il n'y a pas un rythme de fou, mais bon, ça marche. Mais c'est pas du tout un Ken Follett que je recommanderais à un nouveau lecteur. Bon, ça me semble évident que c'est pas celui-là moi j'aurais pensé la chute des géants en priorité. Mais alors voilà, petite déception parce que honnêtement, je pensais sur le résumé que ça allait être autre chose. Alors oui, il est court, on est bien d'accord qu'il est pas très très voilà. Mais oui, j'ai mis une fleur au milieu pour la rendre sèche. Oui, vous savez moi. J'utilise les livres qui me plaisent pas des masses pour autre chose. Donc voilà, c'était une lecture plus que moyenne. Je l'ai lu, voilà. Ça m'a fait passer deux soirées, enfin deux petites soirées pendant que je regardais les JO. Pour vous dire, pendant que j'entendais, alors je coupe le son quand je lis, mais voilà, j'attendais un truc. Donc pour vous dire l'intérêt que ça m'a pris au bout d'un bon quart, je savais très bien que ça allait pas être la lecture du siècle. Voilà. Désolée pour celui-là de Ken Follett. Cette fois-ci, c'est un ouvrage que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio, donc je remercie Babelio, mais je remercie surtout la maison d'édition aux Forges de Vulcain qui me l'a envoyé, et donc j'ai pu lire Page volée de Alexandra Kozelik en avant-première, puisque c'est un roman qui est sorti, enfin vous saurez qu'il est sorti le 23 août, moi je l'ai eu pratiquement 3 semaines et demie avant. Alors, vous le savez, j'ai lu tous les ouvrages de Alexandra Kozelik, j'ai gonflé tout le monde avec À crier dans les ruines quand il est sorti, et je dis pas quand il est sorti en poche, quand il est sorti aux Forges, j'avais eu un coup de cœur, je l'avais eu d'ailleurs reçu, il me semble, en service de presse un petit peu avant, et j'avais vraiment, voilà, c'est mon préféré d'Alexandra Kozelik. Donc cette fois-ci, elle reprend la plume avec vraiment une volonté de revenir à la source. C'est une sorte de journal intime dont en fait le lecteur, nous,
sommes un peu le gardien du temple d'Alexandra, si on peut en parler comme ça. Alors c'est assez difficile de juger, de noter ou même d'analyser ce texte parce qu'il est très très personnel. Et elle nous livre là des pages d'introspection, de souvenirs tronqués, oubliés ou encore vivants, très vivants, en tous les cas pour elle, dans sa tête où elle est toujours cette petite orpheline de 8 ans et demi, et c'est un détail important et récurrent dans sa vie, cet âge, en tout cas ce délai de temps. Elle est littéralement arrachée d'ailleurs donc à cette époque-là, à sa vie, à ses racines, à son passé, à son enfance, dû au fait qu'elle perd ses parents. Et au fil de ce livre, parce que c'est pas un roman, c'est une autobiographie, mais c'est autre chose. On voit comment cette petite fille décide alors de se protéger, de se reconstruire petit bout par petit bout, au risque même d'ailleurs parfois de voir l'édifice fragile qu'elle a réussi à, à établir, à construire, se démanteler violemment par la vie, par un moment, un souvenir, une découverte, puisqu'elle découvre beaucoup de choses de sa vie passée qu'on ne lui a pas donné, dont on ne lui a pas donné les clés. Et au fil des mots, des idées jetées comme des bouteilles à la mer, en fait, l'écrivaine nous donne des réflexions sur l'héritage émotionnel, la littérature salvatrice, l'écriture qu'elle a longtemps cachée, ou elle a eu peur de montrer, le passé, l'amour, l'amitié, les répétitions du destin. Alors, ou peut-être que on se raccroche à ces signes pour ne pas sombrer, ça aussi, c'est une possibilité et souvent le cas. Et enfin, elle va devenir ce professeur d'une langue d'adoption, le français, et aussi de, entre guillemets, ce qu'on appelle les langues mortes, ce qui ne sont pas des langues mortes, le latin et le grec, afin de perpétuer cette volonté familiale d'exiler, d'immigrer, de se fondre dans un pays adoptif, sans oublier ni ses racines, ni la culture familiale. Et en cela, j'ai été très touchée parce que je connais ça aussi au niveau notamment d'une de mes grand-mères, et j'ai été très touchée par les passages de la grand-mère d'Alexandra parce que ça m'a fait penser aux relations que j'avais avec mes grand-mères. Et plusieurs fois, j'ai même eu l'impression qu'elle me parlait comme une amie avec qui on évoque des souvenirs, des sentiments autour d'une tasse de thé, ou même un soir, tard, à la faveur de la nuit, quand on est seul, en tête à tête, et que la nuit nous enveloppe. On dit toujours que la nuit est faite pour dire des choses qu'on ne dirait pas à la lumière du jour. Peut-être que c'est aussi cette façon d'être qu'on a dans les pages volées d'Alexandra, parce que tout au long de ces mots, et des mots MAUX qu'elle nous donne, elle offre un véritable écrin à ses parents, à ses disparus, notamment des amis, sa grand-mère, à ce pays de cœur, l'Ukraine, et à celui d'adoption, la France. Elle donne des clés pour peut-être aider et entraîner alors son lecteur à lui sourire et à vouloir l'étreindre, parce que à la fin du roman, j'avais qu'une seule envie, c'est de la prendre dans mes bras. Voilà, donc c'est assez étonnant, mais c'est un texte riche, intelligent, tendre, triste, heureux, lumineux, émouvant, poétique, mais comme l'écriture de Alexandra Kozelik. Donc merci encore à elle pour ce très joli texte. J'ai enfin lu Le vol du corbeau de Anne-Marie MacDonald. Oui, je sais, ça fait très longtemps, on me l'avait offert. J'ai un peu trénaillé, mais bon, voilà, maintenant c'est fait. Alors c'est un véritable roman fleuve, il faut le signaler quand même. Mais moi j'ai mis pratiquement 200 à 250 pages pour véritablement décoller avec ce roman, à vraiment entrer dans l'action. Pour moi, vraiment il faut au moins ça. Déjà, les 40-50 premières pages sont très très longues. C'est un roman qui est lent, qui prend son temps, puisqu'en fait, nous suivons pendant toutes ces pages du début une espèce de road trip d'une famille, et puis quelques autres activités familiales assez anodines. Alors, on fait la connaissance avec Madeleine, qui a 8 ans, qui est une petite fille assez heureuse, son père, qui est officier dans l'aviation canadienne,
et aussi sa maman, qui est une femme au foyer visiblement très épanouie, et son frère, Mike, qui a 12 ans et qui est véritablement son héros. Et pourtant, ce petit monde idyllique de Madeleine va voler en éclats lorsqu'elle rencontre son nouvel instituteur, qui l'oblige au silence, parce que cet homme pervers, on va dire, abuse de son autorité sur certaines de ses élèves, et dont Madeleine, et celle-ci va se taire, parce que elle ne veut pas faire de mal, ou en tous les cas, elle ne veut pas causer du tort à ses parents. Et quand une petite fille du village va être retrouvée morte, la tranquillité donc de la base et de l'endroit vont littéralement exploser, telle une fusée, en plein vol. De son côté, le père se voit confronté à un dilemme entre soutenir son pays et donc mentir ou exposer la vérité au risque d'un plus grand éclatement, on va dire, encore dans un mensonge d'État. Alors au milieu de tout ça, il y a cette petite fille qui lutte contre la perversité des adultes. C'est tout en non-dit, en mensonge, en silence qui sont assourdissants. Alors l'intérêt de ce roman arrive pour moi vraiment à la moitié, où la puissance de la narration et cette espèce de faux monde parfait du quotidien de cette base post-Seconde Guerre mondiale, avec des récupérés des anciens ennemis, donc notamment les nazis, et cette guerre froide en cours qui monte crescendo, qu'on voit arriver de plus en plus, et pour lequel on arrive aussi au dénouement de cette histoire qui cloue littéralement sur place. Alors moi j'ai beaucoup aimé les passages entre le scientifique allemand et Jack, et aussi les passages où Madeleine sacrifie, elle, son innocence et sa mentalité, on va dire, pour éviter tout écueil à ses parents. C'est un livre qui parle de secrets, de mensonges toujours plus nombreux qui s'accumulent et donc qui brisent l'équilibre de la communauté jusqu'au dernier mot du roman, d'ailleurs, par la même occasion. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans ce roman, mais j'ai grandement apprécié par contre le reste du roman, qui arrive pour moi à partir de la 400e page à peu près. Oui, je sais, ça fait beaucoup de pages à englober avant, mais je ne savais pas vraiment pourquoi l'écrivaine usait et abusait de longs passages qui me semblaient moi insignifiants, ou des dialogues vraiment sans intérêt pour moi. Mais au final, c'est un roman émouvant, révoltant bien sûr, qui s'affirme vraiment dans les 250 dernières pages, qui sont véritablement époustouflantes, qui laissent un goût très très amer dans la bouche. Donc c'est vraiment un beau livre. Et je vous dis, les 250 dernières pages relèvent l'ensemble des pages avant, où j'ai trouvé que c'était un peu brouillon, un peu trop dilué, il y avait beaucoup trop de choses. Mais voilà, ça valait le coup de le lire parce que, je vous dis, les 250 dernières pages sont magnifiques. Donc voilà, que demande le peuple? Donc c'était Le vol du corbeau, Anne-Marie MacDonald. N'ayant plus de livres avant que le David Joyce sorte, donc le 29 août, je me suis dit qu'il fallait que je pioche dans les livres que j'avais envie de lire, que j'avais notés depuis quelques temps, mais que bon voilà. Alors je suis passée malheureusement par une librairie à mauvaise pioche, chose qu'il ne faut pas faire, hein, même en vacances. Et donc je me suis trouvé deux bouquins, donc je vais vous les exposer. Le premier, c'est celui que vous avez à l'écran, Le bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohan, et le deuxième, c'est le tome 3 d'une trilogie, enfin évidemment trilogie, imbécile, enfin bref, c'est le dernier tome d'une trilogie qui s'appelle Symphonie Périgord, la trilogie périgourdine de Michel de Correl. Donc je vous en parlerai juste après, parce que je suis en train de le lire, je suis en train de le finir, mais celui-là je l'ai fini. Alors je dois avouer, et je dois le dire tout de go, attention, je partais vraiment avec un... Alors pas d'a priori, vous savez que je pars pas avec d'a priori, mais je partais en sachant très bien où j'allais foutre les pieds. C'est-à-dire que j'ai lu, et on me l'a conseillé plusieurs fois, j'ai lu la postface, donc de Gaël Nohan, qui explique que tous ces personnages sont inventés, qu'elle a inventé ceci pour l'intérêt de son roman. Donc ces vies et ces destins des personnages recherchés par son héroïne Irène sont tous fictifs, mais que évidemment les archives d'Arolsen, donc l'ITS, existent bien. Donc en fait elle s'est basée, pardon, je bouge avec mon truc, elle s'est basée sur un vrai centre de recherche des victimes nazies, des camps, dans les camps, mais
elle a inventé tout le reste. Alors évidemment, elle a fait des recherches, elle s'est sûrement appuyée sur des dossiers très spéciaux qui retracent la vie de ces gens, des recherches que font les agents pour retrouver des descendants de la famille, même éloignée, pour donner un objet, pour restituer un courrier, pour restituer un destin. Donc je savais très bien que je partais dans un livre qui n'était pas un livre d'histoire pure, qui était un roman. Je connaissais déjà ce centre de recherche sur la barbarie nazie, donc pour moi, il n'y avait aucune surprise dans le déroulé du centre, dans la façon dont il fonctionne, etc. Alors, il faut aussi le dire, vous connaissez mon côté psychorigide sur l'histoire, et notamment sur cette période que je connais vraiment bien, et ça m'a fait tiquer dès le début de ma lecture. Alors, oui, les témoignages sont faux, et oui, pour moi, ça m'a créé un certain malaise, pour ne pas dire profond, mais un certain malaise, au vu des traumatismes et aux vraies histoires abominablement immondes des rescapés, y compris ceux que j'ai eu l'honneur de croiser ou que j'ai eu l'honneur aussi de côtoyer au quotidien, et qui m'ont fait confiance quand j'étais assez grande pour comprendre les tenants, les aboutissants de ce qu'ils avaient vécu. Donc, je dois avouer que j'étais à la fois détachée parce que je savais que c'était un roman, que c'était fictif, etc. Mais ça m'a quand même créé un malaise, puisqu'en fait, elle invente des destins de personnes qui ont subi ça et qui sont pour elle fictifs, mais qui dans la vraie vie l'ont vraiment vécu. Et je me suis demandé à un moment donné pourquoi elle n'avait pas véritablement raconté l'histoire de vrais personnages, de vraies personnes, sans créer des personnages fictifs, mais en introduisant par exemple un enquêteur fictif comme Irène. Voilà. Et ça m'a vraiment, honnêtement, ça m'a posé un problème éthique tout le long. Alors, nonobstant ce fait, c'est un style qui est simple et justement peu émouvant parce qu'on sait que c'est faux. Mais si on digère et qu'on accepte le rajout de la fiction à l'horreur, l'histoire d'Irène, donc, alors sauf tous ses soucis perso avec son ex, son fils, qui sont là que pour combler les vides, hein, on est bien d'accord, peut être comprise comme un hommage, et c'est comme ça que je l'ai appréhendé au bout de quelques pages, parce que je me suis dit sinon je vais pester tout le long. C'est un hommage à ceux qui travaillent dans l'ombre depuis des décennies pour rassembler l'histoire tragique des victimes de la Shoah, l'histoire des objets, l'histoire des lettres, l'histoire des traces de vie saccagées sur l'autel de la haine et de l'aveuglement. Tous ces gens qui, depuis plus de 80 ans, font des conférences, vont visiter les lieux de mémoire, accompagnent les étudiants sur les lieux de mémoire, vont dans les archives, vont dans les écoles, et puis ce centre qui rassemble aussi beaucoup de choses, et puis tous les centres, que ce soit Yad Vashem, Simon Wiesenthal ou Klarsfeld, enfin les époux Klarsfeld, ou encore le mémorial de la Shoah à Paris, etc. Tous ces endroits partout dans le monde qui rassemblent, qui enregistrent tous les témoignages. Il y en a beaucoup qui sont accessibles sur leur site directement. Hein. Si vous allez sur le mémorial de la Shoah, par exemple, il y a énormément de témoignages d'anciens déportés. Et je me suis dit que c'était un hommage qu'elle la rendait à tous ces gens. Voilà. Alors, on suit l'histoire, par exemple, d'Eva, de Lazare, alors dans le livre, hein, bien sûr, de Wita, d'Allegra, Carole ou encore Agatha, qui sont bien sûr, en fait, des échos à ceux qui ont été bien vivants, et je suis sûre que Gaël Nohan s'est appuyé sur des fiches, peut-être et sûrement pour ne pas heurter les vrais héritiers des familles endeuillées sur des générations. Je me suis dit qu'à contrario des Martina Auschwitz, que je vous le dis, hein, je trouve tout à fait mercantile, puisque très librement adapté, voire très librement romancé, qui sont endossés par aucun survivant, hein, on est bien d'accord. Là, on va dire que les lecteurs sont touchés par ces destins imaginés. Ils auront peut-être d'ailleurs la volonté
d'aller fouiller plus avant, de lire des livres plus véridiques, des livres d'histoire avec un grand H, de comprendre, d'apprendre, et peut-être qui sait d'aller sur place pour prendre, et je vous le dis, en pleine face et en plein cœur l'horreur et l'indescriptible. Alors je vous en prie, évitez les selfies indécents, hein, merci. Voilà, ou alors de manger hein, en rentrant dans un camp, j'en ai vu, donc bon, respectez, je rappelle que dans certains camps, vous marchez sur les cendres des gens, hein, sur la terre mélangée avec les cendres. Donc un peu de respect, ça vous fera pas de mal. Alors au final, c'est une lecture qui n'est pas désagréable, c'est ça le problème, parce que c'est écrit facilement, on tourne les pages, on s'attache aux personnages, donc on veut savoir ce qui leur est arrivé, pourquoi, comment et qu'est-ce qu'il arrive. Mais moi je l'ai trouvée peu émouvante parce que ces histoires personnelles ont déjà été lues, entendues, vues dans des témoignages. Ce qui m'a gênée un peu, je dois avouer, attention, c'est l'évocation assez légère, soit attention, hein, c'est une phrase par-ci par-là, de thématiques très modernes, l'écologie, le droit à l'avortement, les conflits actuels, voilà, dans la vie d'Irène. Alors je sais bien, elle a un fils, elle a un ex-mari, elle s'occupe de son fils, elle s'occupe de son ex-mari, elle n'a pas été très présente parce que on comprend bien que de travailler dans cet environnement-là avec la mort qui est sur les épaules, mais que vous devez aider ces morts-là à réavoir entre guillemets une vie, avoir une mémoire autre, ça peut peser sur une vie. Et même si c'est justifié pour le personnage, moi j'ai pensé que ça pouvait détourner les lecteurs. Alors attention, les lecteurs non avertis, ou comme moi, trop pointilleux sur le sujet et qui râlent toutes les 5 secondes sur le sujet, ça pouvait détourner et faire penser que c'était un truc un peu, on va dire, ouais, un peu léger, etc. Alors que ça n'est pas léger, hein, le bureau des éclaircissements des destins. Et je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui étaient touchés par ce livre-là parce que, comme ils ne connaissent pas forcément tous ces témoignages, toutes ces horreurs qui ont été faites, en tous les cas pas dans les détails, juste superficiellement, ces personnages touchent du doigt les destins brisés, les histoires d'amour, les histoires de déchirement, les fratries éclatées, les hommes qui sont obligés de ramasser le corps de quelqu'un qu'ils connaissent dans les chambres à gaz, etc., pour les jeter dans les fosses communes. Voilà, c'est tous ces destins-là qui ont été brisés absolument, des enfants qui ont été arrachés à leur mère, ou des morceaux de choses qui vous reviennent en pleine gueule des années après. Ça peut briser des destins sur des décennies et même des générations parce que un homme va pas forcément accepter d'avoir des héritiers parce qu'il ne veut plus voir ça, il a peur pour sa descendance, etc. Donc c'est un beau livre, c'est-à-dire que c'est un livre très intéressant à lire, sauf si comme moi vous êtes déjà très averti, et à ce niveau-là, heureusement que j'ai lu la postface de l'auteur, parce que je peux vous assurer que je n'aurais pas continué, parce que effectivement ça me gênait, ça m'a un peu gêné de voir des destins qui sont sûrement vrais et qui ont vraiment existé. Tout ce qu'elle écrit, c'est des choses qui sont arrivées à d'autres, mais voilà. Ça m'a un peu bouleversée dans le sens où je me suis dit, il y a quand même tellement de gens qui nécessiteraient qu'on parle de leur vie et de les mettre noir sur blanc pour pas qu'on les oublie, pour que tous ces témoignages ne se perdent jamais, que de faire ce genre de choses. Voilà. Alors il y a une histoire à un moment donné, bon, vers la fin, que j'ai trouvée évidente, mais je me suis appuyée aussi sur mon expérience de romancière, parce que moi, bien avant de Gaël Nohan, pour mon livre Anne Brera, j'avais usé de ce subterfuge-là. Voilà, j'avais usé le fait que des petits-enfants en tous les cas, de personnes qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale dans 2 camps différents se rencontrent et ne sachent pas ce qui s'était passé avant, pour le silence, pour les mensonges, pour tout ce qu'il y avait, et le découvrent au fil de leur relation. Donc là, c'est pas du tout le même cas, mais ça peut se comprendre, ça peut s'exprimer. On va dire c'est une boucle qui est bouclée. Voilà. Mais voilà, c'est un livre sympathique, avec un style agréable, simple, il n'y a rien à dire de plus. Simplement, effectivement, ça restera pas impérissable et ça restera sûrement pas dans mes livres sur la période que je garderai avec grande protection, comme je peux être une mêle relouve pour certains de mes romans. Voilà, là non, mais écoutez, voilà, je l'ai lu, je sais à quoi m'en tenir.
Je n'ai rien à dire de très négatif ni de très positif. Lisez-le si vous ne connaissez pas le destin de certaines personnes, si vous êtes très averti comme moi et que vous êtes très pointilleuse et très sensible sur le sujet, peut-être que vous allez faire comme moi, vous allez quand même freiner des deux fers, ou des quatre fers, on va dire, mais allez-y, voilà. Mais écoutez, à vous de voir, dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez aimé et ce que vous en pensez. Je reviens pour un autre livre qui n'était pas prévu au programme, comme le précédent de toute façon, que j'ai acheté dans une librairie, qui a eu un petit problème avec la libraire, puisque la libraire m'a donné celui-ci, pensant que c'était le premier tome, et non, c'était le troisième de la trilogie, qui s'appelle Symphonie Périgord, la trilogie périgourdine de Correl, pardon. Donc en fait, écoutez, j'ai lu le troisième tome, alors n'ayant pas lu les deux premiers, et honnêtement, c'est pas véritablement préjudiciable, parce que d'après ce que j'ai compris à chaque roman, c'est une enquête journalistico-policière qui est mise en avant. Léo est un journaliste d'investigation qui a vu les commentaires que j'ai vus. Vous savez, il y avait les notes de bas de page qui se réfèrent aux deux tomes précédents, et un cœur d'artichaut, lui arrivait que des merdes, et il enquête régulièrement sur des disparitions ou sur des faits malfaisants au sein du Périgord. Alors là, il est contacté par une mère éplorée, après comment ne le saurait-elle pas, de Maude, qui est une jeune fille de 18 ans, qui visiblement est adorée de tous, lumineuse, qui est retrouvée 15 jours après sa disparition dans une rivière, calmée de sa crue. Alors, la mère n'est pas convaincue des explications de l'enquête policière et elle demande toute la pugnacité de Léo pour reprendre les faits et lui apporter des solutions. Alors, on va de révélations scabreuses en fausses pistes et la vérité sur la mort de sa fille va la prendre à la gorge et plonger parallèlement Léo dans les tourments passés et présents. Alors, le problème, c'est qu'à un peu plus de la moitié de la fin, l'auteur va fermer l'enquête et rouvrir une autre piste qui m'a semblé un peu plus lourde à digérer et qui n'était pas vraiment nécessaire puisque la résolution de l'affaire s'était faite précédemment. Mais comme j'ai regardé, il y a 5 tomes pour l'instant qui sont sortis, je me doute qu'il a voulu relancer la série, pourtant écrite trilogie, pour bien noter, bien sûr, le côté un peu suite à venir, etc. Alors c'est un bon petit policier local, avec le Périgord et notamment Périgueux en toile de fond, la campagne et des faits divers qui n'arrivent bien sûr pas que dans les grandes villes. Bref, c'est une bonne petite lecture sans plus, ni plus ni moins. Voilà, ce qui est produit est annoncé dès le début. Je lirai sûrement les 2 autres tomes un jour. Je vais pas me précipiter des masses dessus, mais à l'occasion, si je les trouve en seconde main, je les achèterai. Mais voilà, écoutez, si véritablement vous voulez savoir, si vous aimez les policiers, le régional, vraiment le gros régional, les enquêtes pas alambiquées, parce que alors vraiment il n'y a rien de révolutionnaire, la vie quotidienne et les personnages un peu maltraités par la vie, vous avez un roman de terroir qui peut vous donner avoir envie d'aller visiter ou pas le Périgord. Mais honnêtement, il y a de meilleures productions, mais c'est pas mal, voilà. Bref, vous avez compris, David Joyce, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc sortez le 29 août son dernier roman, Les 2 visages du monde, qui est un livre que j'attendais avec grande impatience. Parce que la thématique me plaisait, alors vous savez qu'il parle toujours de ces montagnes de Caroline du Nord, en tous les cas de ce coin-là des Appalaches, et qu'il racontait l'histoire, les histoires de plusieurs personnes dans ce coin-là, dans une petite ville, entre une afro-américaine, une artiste afro-américaine, un policier du comté et un mystérieux voyageur qui se révélait être un suprématiste blanc. Bref, il y avait plusieurs choses qui se greffaient visiblement, et c'est surtout que j'avais lu dans un article aux États-Unis et qui était tout à fait vrai. Ça avait pas de lien avec le David Joy, mais ça parlait de ça. C'est une de mes amies qui me l'avait envoyé, qui est origine de Caroline du Sud, et qui m'avait envoyé cet article qui était paru en disant qu'en fait
le racisme n'était pas uniquement, comme beaucoup le pensent, un acte. Alors oui, bien sûr, c'est voilà, une insulte, une pancarte, une agression verbale ou physique envers quelqu'un qui n'a pas la même. Alors, religion, couleur, idée, ethnie, vie sexuelle, vie sociale, enfin bref, tout ce qui est différent de ce que l'on peut être ou peut penser, enfin un être humain. Mais qu'en vérité, le racisme est juste sous-jacent, un truc qui quelquefois n'est pas forcément visible à l'œil nu, qui n'est pas forcément choquant à l'oreille, mais qui se révèle être du racisme primaire, qui se révèle être du racisme nauséabond. Euh, je rappelle que nous sommes des êtres humains sur une seule planète et que en gros on vient tous de la même ou des deux mêmes personnes. Alors je parle pas religion là, je parle vraiment vrai, c'est-à-dire voilà des trucs qui ont été faits par biologie. Hein, alors vous allez me dire ah mais non c'est Adam et Ève. Oh, mais même Adam et Ève, ils étaient deux à la base, hein, voilà. Donc ils ont engendré le monde entier, si on est bien d'accord avec tout ce qui est fait. Alors après que vous croyez à Dieu, le diable ou ses petits amis, ou que vous ne croyez qu'à Darwin et à l'évolution de darwinienne, on revient à la base, on est tous issus du même truc. Voilà. Alors après, que notre couleur de peau diffère, que notre nez diffère, que nos oreilles diffèrent, que nos pieds diffèrent, que notre religion diffère, que notre moyen d'expression diffère, que notre pays diffère, que notre culture diffère, on s'en bat l'œuf, on vient du même truc. Donc c'est voilà, l'article disait ça et que à la fin, tout ça pour revenir à David Joy après, l'article énoncer que le racisme se cache quelquefois dans des petites choses que on ne voit pas, qui sont pas du tout mis en éclairage, on va dire, parce que les gens se focalisent plus sur les gros trucs, sur la grosse agression, sur la grosse le mot qu'il ne va pas falloir prononcer, etc. Alors je rappelle hein, que historiquement, malheureusement, pas tous les hommes avaient notre recul. Hein, je parle des hommes qui nous ont précédés. Hommes et femmes, hein, hommes avec un grand H, ne gueulez pas, et qui n'avaient pas évidemment le recul nécessaire alors que leur société leur avait inculqué que telle personne était inférieure à une autre. Hein. Bon, ça c'est de la connerie, mais eux ils ne le savaient pas. Il faut jamais juger ce que vous auriez fait, ou alors il faut vous mettre à leur place avec les données qu'ils avaient à l'époque et ce que l'on leur expliquait. Voilà. Mais que de nos jours, c'est pas parce qu'on nous explique, c'est pas parce qu'on est plus averti qu'il n'y a pas des petites choses qui passent sous le radar, parce qu'on ne trouve pas ça raciste, parce qu'on n'associe pas ça à du racisme, parce qu'on a délimité le racisme sur la couleur de peau, la religion, la culture, voilà, pas sur un détail physique, pas sur quelque chose qui va différer, non, non, c'est vraiment sur des grosses choses. Et elle m'avait envoyé ça et je lui avais dit oh mais attends il est sorti un papier sur un livre qui va sortir qui s'appelle Les deux visages du monde de David Joy. Tu sais que j'adore cet auteur, visiblement il parle de ça. Et donc elle m'avait dit bon écoute on le lit ensemble et on voit. Donc alors on n'a pas pour des raisons X ou Y on n'a pas pu le lire au même moment mais en tous les cas je l'ai fini. Et je peux vous assurer que la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut impérativement que vous le lisiez. Voilà. Pour l'instant, j'en ai lu deux, je vous l'ai dit, hein, celui d'Alexandra Kozelik et donc de David Joy, Les deux visages du monde, qui en vérité en anglais s'appelle Those We Thought We Knew, donc en fait ceux que nous pensions connaître, et je trouve que le titre est largement plus intéressant. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas traduit comme ça pour expliquer le livre que Les deux visages du monde. Voilà. Non, mais quelquefois, je comprends pas de pas traduire. Le titre est parfait. Ceux que nous pensions connaître. Moi, je trouve que ce titre est parfait pour ce livre-là. Bref, David Joy a l'habitude de nous donner une ossature d'une histoire avec des apparences qui sont souvent assez belles, mais qui se fissurent petit à petit et très souvent qui ont des ramifications dans le passé. Là, nous sommes en présence donc de Toya, qui est une jeune artiste afro-américaine, qui est jeune, hein, qui a 24 ans à peu près, qui revient dans son village de base, après des années passées à Lana,
Alors moi je le prononce Atlanta, mais bon, Atlanta, pardon. En fait, elle est là pour faire une performance artistique, comme on dit, sur l'histoire de l'esclavagisme de la région. Et elle pense se livrer à quelques actions d'éclat pour en fait faire réfléchir ou provoquer ce racisme latent qui reste un tout petit peu accroché aux Basques des États du Sud. Et au même moment, en fait, nous suivons un flic du comté qui est pas plus vieux que Toya, Ernie, qui en fait est un mec basique, hein, c'est un policier lambda, qui est un bon policier, mais qui voilà, c'est un policier de comté quoi. Et il va tomber sur un mec qui vit sur enfin qui truste un parking, donc il l'arrête avec son collègue. Et il se retrouve en possession d'un carnet où figurent des noms de notables de la région, notamment d'ailleurs le chef de la police, hein, carrément, et donc le patron de son collègue, en gros le chef de la police de la région. Et dans les affaires de ce type, donc qui a l'air d'être un pouilleux, hein, il retrouve une tunique et une coiffe iconique du Ku Klux Klan. Alors, c'est le début de l'enquête, c'est le début du roman. Il va se suivre deux crimes, enfin en tous les cas deux meurtres qui vont arriver dans la région, et dont chacun va balancer sur la place publique plus ou moins des mensonges, des secrets qui se gardent bien d'être révélés depuis des années. Et en fait, c'est un roman qui va suivre plusieurs personnes. Il y a 3 parties qui sont centrées bien sûr sur Toya et Ernie, mais qui vont développer d'autres personnages. Il va avoir une enquêtrice qui va venir, qui va être aidée par un shérif, qui se demande pourquoi l'une a un peu disparu de la circulation et l'autre a été un peu passée à tabac. Et la tension va être palpable et croissante partout dans cet endroit-là. Et évidemment, vous imaginez bien que quand on parle des États du Sud et quand on parle bien sûr du suprématisme blanc, on parle Ku Klux Klan. Voilà. Alors, le KKK, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement important pour comprendre aussi l'histoire des États-Unis, parce que c'est quand même, on revoit la réminiscence depuis quelques années. Ils n'ont jamais trop disparu, c'est con, hein, on est bien d'accord. Mais depuis quelques années, ils sont particulièrement plus que radicaux. Et il se glorifie de s'allier. Alors, ce qui n'est pas une gloire, hein, on est bien d'accord sur le sujet. Mais voilà, ils sont un peu potes avec des nazillons. Voilà, donc quand on est con, hein, enfin voilà. Quand on est bas du plafond, qu'on ne comprend pas que son prochain ou que son voisin, il suffit juste de lui parler pour savoir qui il est et qu'on s'arrête pas exactement à... Alors, je parle même pas de couleur de peau, qu'on s'arrête pas ni à un métier, ni à parce que la personne n'emploie pas un sujet verbe complément complet, parce qu'elle va pas connaître tous les mots du dictionnaire. Voilà, c'est ce genre de conneries qu'on peut faire. Et j'ai trouvé ce livre, et c'est le deuxième coup de cœur de mon été, en tous les cas pour la rentrée littéraire. J'ai trouvé ce livre-là particulièrement percutant, tout en étant avec cette écriture hyper poétique de David Joy, un peu de nature writing, mais c'est pas du tout ça. Il a une sensibilité qui est très exacerbée. Il a une vision acérée de son époque, de son coin, de Caroline du Nord, de ses concitoyens, de ses collègues, mais il est en harmonie. D'ailleurs, si vous le suivez, moi je le suis sur Instagram depuis ses débuts, c'est quelqu'un qui vit dans la nature, qui chasse, qui est très en harmonie avec la nature, et ça se sent. Voilà, et on sent que d'ailleurs ces personnages ont toujours un lien, comme s'ils voulaient s'abriter de l'horreur qu'est l'être humain pour n'être qu'avec les animaux et la nature qui, eux, en gros, c'est nous qui les faisons chier, on est bien d'accord sur le sujet. Et
sa vision de cette Amérique complètement et profondément, et c'est pour ça que je vous dis, c'est la guerre civile, en tous les cas la guerre de sécession aux États-Unis, la fracture qui s'est véritablement ouverte à ce moment-là et qui continue à fracturer l'Amérique, entraînant bien sûr des violences verbales, physiques, etc., ne peut pas être ignorée. Alors, il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur l'Alabama, etc., depuis quelque temps, qui est un haut lieu hein, de nos amis du KKK. Grand moment, ceux-là aussi. Il y en a certains, ils sont vraiment bien du plafond. Enfin, ils sont bas du plafond, il y en a certains, ils sont bien consanguins quand même, hein, quand on les côtoie. Mais franchement, j'ai trouvé que ça rendait le récit encore plus effroyable de savoir que ces violences, que ces enquêtes policières qui sont véritablement tout en subtilité mais assez acerbe, percutant, ça donne une puissance absolue de lecture où quelquefois vous êtes pris à la gorge. Alors j'irai pas de là à verser votre larme, mais vous êtes quand même pris à la gorge. Je trouve qu'il y a des très belles figures dans les personnages, que ce soit féminin ou masculin d'ailleurs. C'est un roman très noir, mais qui a la beauté, entre guillemets, mais la beauté de donner, de mettre à plat les problèmes de l'Amérique d'aujourd'hui, de comprendre qu'il y a une noirceur dans les hommes, qu'il y a une espèce de haine, de rancœur rampante, latente, qui est perpétuée de génération en génération et qui attire en fait toute cette cristallisation de racistes, d'imbéciles, même pas, il y a même plus que ça. Franchement, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est vraiment un très beau roman. C'est un roman qui parle, comme je vous le dis, de conflits raciaux, de préjugés, qui sont enracinés véritablement dans la population américaine et qui là se fissure un peu à droite à gauche, mais c'est très compliqué parce que cette cocotte minute qui est là le microcosme que David Joy donne dans son roman, euh, montre que depuis des années, il y a eu des mensonges, il y a eu des secrets, et qu'il fallait, genre, petit arrangement entre amis ou ennemis, en gros, aussi, et que à gratter la surface, on fait tomber les masques, et qu'on se retrouve avec, comme le titre le dit, Those we thought we knew, c'est-à-dire ceux que nous pensions connaître. Voilà. Donc c'est vraiment un livre qui expose énormément de choses. Je trouve que c'est écrit d'une manière sublimissime. Moi, il y a un passage que j'ai dans la tête, l'histoire de l'arbre là, qui possède des racines les plus profondes, etc. Et qui fait l'analogie avec l'arbre du suprémacisme blanc. Moi, je trouvais ce passage absolument magnifique. Mais franchement, c'est vraiment beau. Alors d'un autre côté, il y a aussi, mais c'est toujours pareil dans David Joy, il y a aussi ce côté des inégalités sociales. Euh, c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé l'année dernière Jacob Gwanzon, Abondance, parce qu'il y a aussi ce côté de décortiquer l'Amérique d'aujourd'hui où il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, hein, voilà, mais les trois quarts tirent la langue, et il y a une grosse moitié de la population qui est mal foutue, hein, voilà. Et quand vous regardez un peu à droite à gauche, il y a tout qui, qui est bordélique. Et alors on se plaint en français, mais c'est pareil. Il y a le problème des services publics, des services sociaux, il y a l'éducation qui déconne, il y a les communautés qui se resserrent parce que quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on se remet dans la famille qu'on connaît. Voilà. Et c'est malheureux, mais c'est ça. Si vous étudiez un tant soit peu l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu des dictatures, à chaque fois qu'il y a eu de la haine, qu'il y a eu des mouvements comme ça, raciaux, ou des mouvements de race, ou de
croire qu'on est supérieur à quelqu'un d'autre, c'est une question de peur. Et en fait, dès qu'on a peur, on se réfugie. C'est comme vous, si vous avez un problème, un malheur, il vous arrive quelque chose de grave, vous allez vous réfugier dans votre famille, auprès des gens que vous aimez, auprès des gens qui peuvent vous épauler, alors pas forcément si vous n'avez pas de famille, mais des amis, des gens que vous aimez, des gens qui peuvent sur laquelle vous pouvez poser votre épaule et pleurer. Voilà. C'est pareil pour une communauté, c'est pareil pour un pays, c'est pareil pour une région. Vous vous recentrez sur ce que vous connaissez, ce qui est forcément mal, parce que vous allez vous renfermer, vous allez vous tourner en boucle sur la même chose, et donc vous n'allez pas aller parler à l'autre, mais il suffit juste quelquefois de parler à une autre personne. Voilà. Après, c'est un peu compliqué, mais je vous assure, c'est un livre magnifique. Vraiment. C'est véritablement voilà, c'est vraiment un livre magnifique. Moi son écriture est sublime. Ces histoires sont toujours touchantes, noires, mais il y a une humanité, un humanisme qui se dégage de ce qu'il veut donner. Son écriture est bien sûr taillée à la serpe, hein. Alors là, il y va pas généralement par quatre chemins. Il y a quand même une petite pointe de déception qu'on sent dans sa façon d'écrire, où on sent qu'il est, qu'il est quand même un peu déçu par le manque de poigne aussi, et qu'il voit ces institutions se casser la gueule petit à petit, que personne ne prend la charge, et que quand ça prend, c'est uniquement pour son intérêt personnel. Franchement, c'est un roman magnifique. Voilà, euh, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est véritablement un roman qui m'a, comme tous les romans de David Joy, qui m'a encore mis par terre, quoi, comme d'habitude. Mais je dirais que c'est une habitude chez David Joy, donc je vous incite à le lire, vraiment, à le, oui, à le lire, et à faire votre propre opinion aussi sur ce livre-là. Mais je pense qu'il va gagner des prix, hein, il n'y a pas à tortiller. S'il ne gagne pas de prix, c'est que les gens ne savent plus lire, ou alors, bon, comme je le dis souvent, c'est des petits arrangements entre amis, hein. Voilà, mais sinon, c'est sûr qu'il va poser des questions, et que les gens vont se poser des questions. Et j'espère que les gens qui vont le lire et qui connaissent pas trop cette partie d'histoire des États-Unis vont se renseigner vraiment, c'est-à-dire pas lire des conneries, hein, pas lire des romans de gare, mais voilà, se renseigner, aller lire des choses d'articles de fond, ou des livres, ou carrément s'acheter l'histoire de la guerre de sécession, et comprendre d'où ça vient et comment on en est arrivé là. Voilà. Et si vous savez pas ce qu'est le KKK, allez voir le film Mississippi Burning. Je peux vous assurer que quand vous sortez de là, vous en menez pas large, mais vous comprenez d'où ça vient et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Voilà, sachant que c'est quand même des gens à qui il faut pas effrayer, on est bien d'accord, mais c'est quand même des connards. Voilà. Donc, j'ai pas peur de le dire, mais voilà, pour en avoir discuté avec des amis du sud des États-Unis, etc., et dont un où je sais qu'il est très sympathisant avec ces gens-là. Je ne pense pas qu'il en fasse partie, mais en tous les cas, il est sympathisant. Euh, c'est des gens, malheureusement, comme pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, quoi, pendant la montée du nazisme, il y avait des gens brillants, c'était des universitaires, hein. Voilà, parce que c'est beaucoup plus facile de faire passer vos idées par des universitaires, par des gens intelligents, par des gens qui savent, qui ont une rhétorique pour expliquer à la foule, plutôt que par des benets, hein, parce que les benets, vous les écoutez pas, hein, mais les autres, oui. C'est toujours très dangereux. Voilà. La manipulation mentale, le côté mouton me gêne beaucoup. C'est pour ça que je suis toujours très en marge quand il y a des groupes, quand il y a des clans comme ça qui se forment et qui excluent les autres, hein. On le voit quelquefois dans des discussions, dans les forums, où parce que les gens ont plus de temps, ils se passent ensemble, ils se connaissent, etc. Vous arrivez dans un forum, vous voulez parler d'un sujet, puis vous voyez, ils parlent qu'entre eux. Alors ils vous répondent, mais vous savez, vous faites pas partie du clan. Bah ouais, c'est des moutons, quoi. Voilà, et ça me pèse beaucoup, et c'est quelque chose qui me fait peur, parce que l'effet de masse est très dangereuse. Voilà, dès que vous excluez quelqu'un, vous êtes déjà raciste. Même si c'est pas parce que sa couleur de peau, c'est que vous êtes étroit d'esprit d'entrée de jeu. Il faut écouter la personne qui arrive, quoi. Même si vous la connaissez pas, voilà. Donc franchement, allez lire le David Joy, les deux
visages du monde. Et écoutez, on se donne rendez-vous à la fin du mois de septembre pour le point sur les livres que j'ai lus en septembre, qui sont presque tous de la rentrée littéraire de 2024, sauf le premier que je lirai, ou le deuxième, enfin en tous les cas il y en a un seul qui a survécu à la purge de ma rentrée littéraire de 2023. Celui-là je voulais absolument le lire, je l'ai trouvé très peu cher cet été sur une brocante, donc j'en ai profité. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, bisous bisous et à bientôt. Bref, vous avez compris, David Joyce, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc sortez le 29 août son dernier roman, Les deux visages du monde, qui est un livre que j'attendais avec grande impatience. Parce que la thématique me plaisait, alors vous savez qu'il parle toujours de ces montagnes de Caroline du Nord, enfin en tous les cas de ce coin-là des Appalaches, et qu'il racontait l'histoire, enfin les histoires de plusieurs personnes dans ce coin-là, dans une petite ville, entre une afro-américaine, une artiste afro-américaine, un policier du comté et un mystérieux voyageur qui se révélait être un suprématiste blanc. Bref, il y avait plusieurs choses qui se greffaient visiblement, et c'est surtout que j'avais lu dans un article aux États-Unis et qui était tout à fait vrai. Enfin, ça avait pas de lien avec le David Joy, mais ça parlait de ça. C'est une de mes amies qui me l'avait envoyé, qui est origine de Caroline du Sud, et qui m'avait envoyé cet article qui était paru en disant qu'en fait le racisme n'était pas uniquement, comme beaucoup le pensent, un acte. Alors oui, bien sûr, c'est une insulte, une pancarte, une agression verbale ou physique envers quelqu'un qui n'a pas la même religion, couleur, idée, ethnie, vie sexuelle, vie sociale, enfin bref, tout ce qui est différent de ce que l'on peut être ou peut penser, enfin un être humain. Mais qu'en vérité, le racisme est juste sous-jacent, un truc qui quelquefois n'est pas forcément visible à l'œil nu, qui n'est pas forcément choquant à l'oreille, mais qui se révèle être du racisme primaire, qui se révèle être du racisme nauséabond. Je rappelle que nous sommes des êtres humains sur une seule planète, et que en gros on vient tous de la même ou des deux mêmes personnes. Alors je parle pas religion là, je parle vraiment vrai, c'est-à-dire voilà, des trucs qui ont été faits par biologie. Alors vous allez me dire ah mais non c'est Adam et Ève. Mais même Adam et Ève, ils étaient deux à la base, hein, voilà. Donc ils ont engendré le monde entier, si on est bien d'accord avec tout ce qui est fait. Alors après, que vous croyez à Dieu, le diable ou ses petits amis, ou que vous ne croyez qu'à Darwin et à l'évolution de darwinienne, on revient à la base, on est tous issus du même truc. Voilà. Alors après, que notre couleur de peau diffère, que notre nez diffère, que nos oreilles diffèrent, que nos pieds diffèrent, que notre religion diffère, que notre moyen d'expression diffère, que notre pays diffère, que notre culture diffère, on s'en bat l'œuf, on vient du même truc. Donc l'article disait ça, et que à la fin, tout ça pour revenir à David Joy après, l'article énoncer que le racisme se cache quelquefois dans des petites choses que on ne voit pas, qui ne sont pas du tout mis en éclairage, on va dire, parce que les gens se focalisent plus sur les gros trucs, sur la grosse agression, sur le mot qu'il ne va pas falloir prononcer, etc. Alors, je rappelle que historiquement, malheureusement, pas tous les hommes avaient notre recul. Je parle des hommes qui nous ont précédés. Hommes et femmes, hommes avec un grand H, ne gueulez pas, et qui n'avaient pas évidemment le recul nécessaire, alors que leur société leur avait inculqué que telle personne était inférieure à une autre. Bon, ça c'est de la connerie, mais eux ils ne le savaient pas. Il faut jamais juger ce que vous auriez fait, ou alors il faut vous mettre à leur place, avec les données qu'ils avaient à l'époque, et ce que l'on leur expliquait, voilà. Mais que de nos jours, c'est pas parce qu'on nous explique, c'est pas parce qu'on est plus averti qu'il n'y a pas des petites choses qui passent sous le radar, parce qu'on ne trouve pas ça raciste, parce qu'on
on n'associe pas ça à du racisme, parce qu'on a délimité le racisme sur la couleur de peau, la religion, la culture, voilà, pas sur un détail physique, pas sur quelque chose qui va différer, non, non, c'est vraiment sur des grosses choses. Et elle m'avait envoyé ça, et je lui avais dit, oh mais attends, il est sorti un papier sur un livre qui va sortir qui s'appelle Les deux visages du monde de David Joy. Tu sais que j'adore cet auteur. Visiblement, il parle de ça. Et donc, elle m'avait dit, bon, écoute, on le lit ensemble et on voit. Donc, alors, on n'a pas, pour des raisons X ou Y, on n'a pas pu le lire au même moment. Mais en tous les cas, je l'ai fini. Et je peux vous assurer que la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut impérativement que vous le lisiez. Voilà. Pour l'instant, j'en ai lu deux, je vous l'ai dit, hein, celui d'Alexandra Kozelik et donc de David Joy, Les deux visages du monde, qui en vérité en anglais s'appelle Those We Thought We Knew, donc en fait ceux que nous pensions connaître, et je trouve que le titre est largement plus intéressant, et d'ailleurs je comprends pas pourquoi ils l'ont pas traduit comme ça, pour expliquer le livre, que Les deux visages du monde. Voilà. Non, mais quelquefois, je comprends pas de pas traduire. Le titre est parfait. Ceux que nous pensions connaître. Moi, je trouve que ce titre est parfait pour ce livre-là. Bref, David Joy a l'habitude de nous donner une ossature d'une histoire, avec des apparences qui sont souvent assez belles, mais qui se fissurent petit à petit, et très souvent qui ont des ramifications dans le passé. Là, nous sommes en présence donc de Toya, qui est une jeune artiste afro-américaine, qui est jeune, hein, qui a 24 ans à peu près, qui revient dans son village de base, après des années passées à Lana. Alors moi je le prononce à Lana, mais bon, Atlanta, pardon. En fait, elle est là pour faire une performance artistique, comme on dit, sur l'histoire de l'esclavagisme de la région, et elle pense se livrer à quelques actions d'éclat pour en fait faire réfléchir ou provoquer ce racisme latent qui reste un tout petit peu accroché aux basques des États du Sud. Et au même moment, en fait, nous suivons un flic du comté qui est pas plus vieux que Toya, Ernie, qui en fait est un mec basique, hein, c'est un policier lambda, qui est un bon policier, mais qui voilà, c'est un policier de comté quoi. Et il va tomber sur un mec qui vit sur enfin qui truste un parking, donc il l'arrête avec son collègue, et il se retrouve en possession d'un carnet où figurent des noms de notables de la région, notamment d'ailleurs le chef de la police, hein, carrément, et donc le patron de son collègue, en gros le chef de la police de la région. Et dans les affaires de ce type, donc qui a l'air d'être un pouilleux, hein, il retrouve une tunique et une coiffe iconique du Ku Klux Klan. Alors, c'est le début de l'enquête, c'est le début du roman. Il va se suivre deux crimes, enfin en tous les cas deux meurtres qui vont arriver dans la région, et dont chacun va balancer sur la place publique plus ou moins des mensonges, des secrets qui se gardent bien d'être révélés depuis des années. Et en fait, c'est un roman qui va suivre plusieurs personnes. Il y a 3 parties qui sont centrées bien sûr sur Toya et Ernie, mais qui vont développer d'autres personnages. Il va avoir une enquêtrice qui va venir, qui va être aidée par un shérif, qui se demande pourquoi l'une a un peu disparu de la circulation et l'autre a été un peu passée à tabac. Et la tension va être palpable et croissante partout dans cet endroit-là. Et évidemment, vous imaginez bien que quand on parle des États du Sud et quand on parle bien sûr du suprématisme blanc, on parle Ku Klux Klan. Voilà. Alors, le KKK, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement important pour comprendre aussi l'histoire des États-Unis, parce que c'est
quand même, on revoit la réminiscence depuis quelques années. Ils ont jamais trop disparu, c'est con, hein, on est bien d'accord. Mais depuis quelques années, ils sont particulièrement plus que radicaux. Et ils se glorifient de s'allier. Alors, ce qui n'est pas une gloire, hein, on est bien d'accord sur le sujet. Mais voilà, ils sont un peu potes avec des nazillons. Voilà, donc ah bah quand on est con, hein, enfin voilà. Quand on est bas du plafond, qu'on comprend pas que son prochain ou que son voisin, il suffit juste de lui parler pour savoir qui il est et qu'on s'arrête pas exactement à... Alors je parle même pas de couleur de peau, qu'on s'arrête pas ni à un métier, ni à parce que la personne n'emploie pas un sujet verbe complément complet, parce qu'elle va pas connaître tous les mots du dictionnaire. Voilà, c'est ce genre de conneries qu'on peut faire. Euh, et j'ai trouvé ce livre et c'est le deuxième coup de cœur de mon été, en tous les cas pour la rentrée littéraire. J'ai trouvé ce livre-là particulièrement percutant, tout en étant avec cette écriture hyper poétique de David Joy, un peu de nature writing, mais c'est pas du tout ça. Il a une sensibilité qui est très exacerbée. Il a une vision acérée de son époque, de son coin, de Caroline du Nord, de ses concitoyens, de ses collègues, mais il est en harmonie. D'ailleurs, si vous le suivez, moi je le suis sur Instagram depuis ses débuts. C'est quelqu'un qui vit dans la nature, qui chasse, qui est très en harmonie avec la nature, et ça se sent. Voilà, et on sent que d'ailleurs ces personnages ont toujours un lien comme s'ils voulaient s'abriter de l'horreur qu'est l'être humain pour n'être qu'avec les animaux et la nature qui, eux, en gros, c'est nous qui les faisons chier, on est bien d'accord sur le sujet. Euh, et sa vision de cette Amérique complètement et profondément, et c'est pour ça que je vous dis, c'est la guerre civile, en tous les cas la guerre de sécession aux États-Unis, la fracture qui s'est véritablement ouverte à ce moment-là et qui continue à fracturer l'Amérique, entraînant bien sûr des violences verbales, physiques, etc., ne peut pas être ignoré. Alors, il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur l'Alabama, etc., depuis quelque temps, qui est un haut lieu hein, de nos amis du KKK. Euh, Grand moment, cela aussi. Il y en a certains, ils sont bien du plafond. Enfin, ils sont bas du plafond, il y en a certains, ils sont bien consanguins quand même, hein, quand on les côtoie. Mais franchement, j'ai trouvé que ça rendait le récit encore plus effroyable de savoir que ces violences, que ces enquêtes policières qui sont véritablement tout en subtilité mais assez ouais, acerbe, percutant, ça donne une puissance absolue de lecture où quelquefois vous êtes pris à la gorge. Alors j'irai pas de là à verser votre larme, mais vous êtes quand même pris à la gorge. Je trouve qu'il y a des très belles figures dans les personnages, que ce soit féminin ou masculin d'ailleurs. C'est un roman très noir, mais qui a la beauté, entre guillemets, mais la beauté de donner, de mettre à plat les problèmes de l'Amérique d'aujourd'hui, de comprendre qu'il y a une noirceur dans les hommes, qu'il y a une espèce de haine, de rancœur rampante, latente, qui est perpétuée de génération en génération et qui attire en fait toute cette cristallisation de racistes, d'imbéciles, même pas, il y a même plus que ça. C'est franchement c'est quelque chose qui est vraiment c'est vraiment un très beau roman. C'est un roman qui parle, comme je vous le dis, de conflits raciaux, de préjugés qui sont enracinés véritablement dans la population américaine et qui là se fissurent un peu à droite à gauche, mais c'est très compliqué parce que cette cocotte minute qui est là le microcosme que David Joy donne dans son roman, euh,
montre que depuis des années, il y a eu des mensonges, il y a eu des secrets, et qu'il fallait, genre, petit arrangement entre amis ou un ennemi, en gros, aussi, et que à gratter la surface, on fait tomber les masques, et qu'on se retrouve avec, bah, comme le titre le dit, Those we thought we knew, c'est-à-dire ceux que nous pensions connaître. Voilà. Donc c'est vraiment un livre qui expose énormément de choses. Je trouve que c'est écrit d'une manière sublimissime. Moi, il y a un passage que j'ai dans la tête, l'histoire de l'arbre là, qui possède des racines les plus profondes, etc. Et qui fait l'analogie avec l'arbre du suprémacisme blanc. Moi, je trouvais ce passage absolument magnifique. Euh, mais franchement, c'est vraiment beau. Alors d'un autre côté, il y a aussi, mais c'est toujours pareil dans David Joy, il y a aussi ce côté des inégalités sociales. Euh, c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé l'année dernière Jacob Gwanzon, Abondance, parce qu'il y a aussi ce côté de décortiquer l'Amérique d'aujourd'hui où il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, hein, voilà, mais les trois quarts tirent la langue, et il y a une grosse moitié de la population qui est mal foutue, hein, voilà. Et quand vous regardez un peu à droite à gauche, il y a tout qui, qui est bordélique. Et alors on se plaint en français, mais c'est pareil. Il y a le problème des services publics, des services sociaux, il y a l'éducation qui déconne, il y a les communautés qui se resserrent, parce que quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on se remet dans la famille qu'on connaît. Voilà. Et c'est malheureux, mais c'est ça. Si vous étudiez un tant soit peu l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu des dictatures, à chaque fois qu'il y a eu de la haine, qu'il y a eu des mouvements comme ça, raciaux, ou des mouvements de race, ou de croire qu'on est supérieur à quelqu'un d'autre, c'est une question de peur. Et en fait, dès qu'on a peur, ben, on se réfugie. C'est comme vous, si vous avez un problème, un malheur, il vous arrive quelque chose de grave, vous allez vous réfugier dans votre famille, auprès des gens que vous aimez, auprès des gens qui peuvent vous épauler, alors pas forcément si vous n'avez pas de famille, mais des amis, des gens que vous aimez, des gens qui peuvent sur laquelle vous pouvez poser votre épaule et pleurer. Voilà. Bah, c'est pareil pour une communauté, c'est pareil pour un pays, c'est pareil pour une région. Vous vous recentrez sur ce que vous connaissez, ce qui est forcément mal, parce que vous allez vous renfermer, vous allez tourner en boucle sur la même chose, et donc vous n'allez pas aller parler à l'autre, mais il suffit juste quelquefois de parler à une autre personne. Voilà. Après, bon, c'est un peu compliqué, mais je vous assure, c'est un livre magnifique. Vraiment. C'est véritablement euh, voilà, c'est vraiment un livre magnifique. Moi son écriture est sublime. Ces histoires sont toujours euh, touchantes, noires, mais il y a une humanité, un humanisme qui se dégage de ce qu'il veut donner. Son écriture est bien sûr taillée à la serpe, hein. Alors là, il y va pas généralement par quatre chemins. Euh, Il y a quand même une petite pointe de déception qu'on sent dans sa façon d'écrire, où on sent qu'il est, voilà, qu'il est quand même un peu déçu par le manque de poigne aussi, et qu'il voit ces institutions se casser la gueule petit à petit, que personne ne prend la charge, et que quand ça prend, c'est uniquement pour son intérêt personnel. Euh, Franchement, c'est un roman magnifique. Voilà, euh, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est véritablement un roman qui m'a, bah, comme tous les romans de David Joy, qui m'a encore mis par terre, quoi, comme d'habitude. Mais je dirais que c'est une habitude chez David Joy, donc je vous incite à le lire, vraiment, à le, oui, à le lire, et à faire votre propre opinion aussi sur ce livre-là. Mais je pense qu'il va gagner des prix, hein, il n'y a pas à tortiller. S'il ne gagne pas de prix, c'est que les gens savent plus lire, ou alors, bon, comme je le dis souvent, c'est des petits arrangements entre amis, hein. Voilà, mais sinon, c'est sûr qu'il va poser des questions, et que les gens vont se poser des questions. Et j'espère que les gens qui vont le lire et qui connaissent pas trop cette partie d'histoire des États-Unis vont se renseigner vraiment, c'est-à-dire pas lire des conneries, hein, pas lire des romans de gare, mais voilà, se renseigner, aller lire des choses
d'articles, de fonds ou des livres, ou carrément s'acheter l'histoire de la guerre de sécession et comprendre d'où ça vient et comment on en est arrivé là. Voilà. Et si vous savez pas ce qu'est le KKK, allez voir le film Mississippi Burning. Je peux vous assurer que quand vous sortez de là, vous en menez pas large, mais vous comprenez d'où ça vient et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Voilà, sachant que c'est quand même des gens à qui il faut pas effrayer, on est bien d'accord, mais c'est quand même des connards. Voilà. Donc, j'ai pas peur de le dire, mais voilà, pour en avoir discuté avec des amis du sud des États-Unis, etc., et dont un où je sais qu'il est très sympathisant avec ces gens-là, je ne pense pas qu'il en fasse partie, mais en tous les cas, il est sympathisant. Euh, c'est des gens, malheureusement, comme pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, quoi, pendant la montée du nazisme, il y avait des gens brillants, c'était des universitaires. Hein. Voilà, parce que c'est beaucoup plus facile de faire passer vos idées par des universitaires, par des gens intelligents, par des gens qui savent, qui ont une rhétorique pour expliquer à la foule, plutôt que par des benets, hein, parce que les benets, vous les écoutez pas, hein, mais les autres, oui. C'est toujours très dangereux. Voilà. La manipulation mentale, le côté mouton me gêne beaucoup. C'est pour ça que je suis toujours très en marge quand il y a des groupes, quand il y a des clans comme ça qui se forment et qui excluent les autres. On le voit quelquefois dans des discussions, dans les forums où, parce que les gens ont plus de temps, ils se passent ensemble, ils se connaissent, etc. Vous arrivez dans un forum, vous voulez parler d'un sujet, puis vous voyez, ils parlent qu'entre eux. Alors ils vous répondent, mais vous savez, vous faites pas partie du clan. Bah ouais, c'est des moutons, quoi. Voilà. Et ça me pèse beaucoup et c'est quelque chose qui me fait peur. Parce que l'effet de masse est très dangereuse. Voilà. Dès que vous excluez quelqu'un, vous êtes déjà raciste. Même si c'est pas parce que sa couleur de peau, c'est que vous êtes étroit d'esprit d'entrée de jeu. Il faut écouter la personne qui arrive, quoi. Même si vous la connaissez pas, voilà. Donc franchement, allez lire le David Joy, les deux visages du monde. Et écoutez, on se donne rendez-vous à la fin du mois de septembre pour le point sur les livres que j'ai lus en septembre, qui sont presque tous de la rentrée littéraire de 2024, sauf le premier que je lirai, ou le deuxième, enfin en tous les cas il y en a un seul qui a survécu à la purge de ma rentrée littéraire de 2023. Celui-là je voulais absolument le lire, je l'ai trouvé très peu cher cet été sur une brocante, donc j'en ai profité. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, bisous bisous et à bientôt.